Bernard Lugan, ravi de vous retrouver pour un nouvel orage de papier à l'occasion de la sortie aux éditions de la Nouvelle Librairie de votre éloge du duel, sous-titré « L'honneur au-dessus de la vie ». Cet éloge est le manifeste de l'esprit français, celui de Cyrano et des Mousquetaires, d'Edmond Rostand et d'Alexandre Dumas. Il n'y a rien de plus beau, selon vous, que le duel, le face-à-face, tête contre tête. Vous nous expliquez même pourquoi un bon duel, c'est le comble de la civilisation. Quand il l'est, mais il l'est, ritualisé, codifié, civilisé. Pas de coup bas ici, pas de traîtrise. Ce ne sont pas des gladiateurs qui se battent, mais des seigneurs. Et c'est l'honneur qui commande. Jacques Vergès avait théorisé le procès de rupture contre le procès de connivence. Lui avait choisi son camp, la rupture, comme vous, mais pas dans les prétoires. Au pénal, vous préférez le métal. Le duel est plus franc, plus expéditif, plus responsabilisant, surtout en matière de presse. Faute de quoi, les journalistes, les plumitifs, les scribouillards, répètent inlassablement et impunément les mêmes mensonges. Bernard Lugan, bonjour. Parlez-nous, cher Bernard Lugan, de cette association que vous avez fondée en 2002 pour le rétablissement du duel en matière de presse. Pourquoi ? Une association créée à la suite de nombreux procès que j'ai fait intentés à des journalistes qui m'avaient diffamé ou insulté. Et d'ailleurs, c'était très rentable pour moi parce que j'ai gagné 20 procès, ce qui a augmenté mon niveau de vie, parce que le Canard enchaîné m'a payé, grâce à l'amende, la restauration d'une très belle cheminée du XVIe siècle. VSD m'a payé une partie de ma toiture. Le Figaro-Lyon m'a payé, je ne sais plus quoi, un tableau, je crois. Et d'ailleurs, depuis que je ne fais plus ces procès, mon niveau de vie a baissé. Mais c'est par altruisme que j'ai créé cette association, parce que je me suis dit, finalement, inutile de continuer à enrichir la basoche, parce que ces procès gagnés ne servent strictement à rien, certes à alimenter ma bourse, mais ça ne sert à rien parce que les accusations recommencent d'une manière permanente, les mêmes accusations. Dans les mêmes termes. Hein. Dans les mêmes termes. Alors je me suis dit, bon, maintenant, ça suffit. Donc je crée l'association pour le rétablissement du duel en matière de presse, parce que quelques centimètres d'acier dans le gras du corps mettent un peu de plomb dans le cerveau de ces linottes, de ces queues plates, de ces lapins de coursive et de ces butors de la sous-culture journalistique. Les journalistes en l'occurrence, hein. Ah, oui. Les scribouillards. Hein. Et dites, Bernard Lugan, cette association à son acmé, à son pic, hein, n'a jamais compté que 3 membres. Mais quels membres oui, Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Il y avait son président, bien sûr, mais il y avait 2 vice-présidents. Alors j'ai 2 vice-présidents qui étaient Vladimir Volkov, redoutable sabreur, et Dominique Vénère, magnifique cavalier, et homme d'épée, et homme de pistolet. Ouais. Et comment ça se passait quand tous les deux, parce qu'en l'occurrence c'était des témoins, et l'un et l'autre. Alors donc, lorsque je décidais de déclarer témoin et de demander à tel ou tel plumitif de la presse, ou de droite ou de gauche, de me rencontrer sur le pré, donc Vladimir Volkov et Dominique Vénère, et un autre camarade également, Michel Ville, se rendaient au siège du journal, demandaient à voir le rédacteur en chef, et disaient, voilà, nous sommes les témoins de Bernard Lugan, qui a été offensé par un de vos journalistes, et nous sommes là pour que vous demandiez à votre journaliste qu'il déclare témoin, de façon à ce que nous mettions d'accord pour les termes du combat. Mais nous précisons tout de suite que Bernard Lugan étant l'offensé, il a le choix des armes, et lui c'est au sabre et à cheval. On imagine d'ici la tête des journalistes. Hein. Ah mais il court encore. Ouais. il court encore. Après, je dis, évidemment, si votre journaliste ne sait pas trouver le fond de sa selle, s'il ne connaît pas les pôles en dedans, ou s'il ne sait pas passager, terme des caisses, Bernard Lugan se battra à pied, bien évidemment. Mais alors, à ce moment-là, vraiment au contact, à la dague de chasse. Parce que voilà, quelques centimètres d'acier au contact qui permet de sentir un peu la sueur acide de l'adversaire flageolant, et qui se dit à ce moment-là, je regrette beaucoup d'avoir écrit ces méchancetés sur Bernard Lugan. Je ne recommencerai plus. Je ne recommencerai plus. Dégonflé. Ouais. Alors là, dégonflé, aussi bien à droite qu'à gauche, dégonflé. Alors dans ces cas-là, bon, un rappel, et puis
lettre de carence. Lettre de carence. Qu'est-ce que c'est que la lettre de carence? Alors, lettre de carence, dans une société normale, quelqu'un qui a reçu la lettre de carence ne peut plus être reçu dans la société. La bonne société. Dans la bonne société, dans la société d'honneur. Ouais. Je ne parle pas dans la société non, marchande. On ne parle pas de la bourgeoisie. Non, je parle de la grande, de la haute. Les gens d'honneur. Et donc, on ne lui sert plus la main, on ne le connaît plus. On passe à côté, c'est un fantôme. Et voilà. Donc, cette association. J'ai perdu mes 2 vice-présidents qui sont morts l'un après l'autre. Donc, je suis le dernier survivant. Ils étaient royaux. Il ne manquait dans l'affaire que Jean Raspail. Hein. Ah oui. Ils étaient royaux. Volkov, faut le rappeler aux gens. Oui. Magnifique bouc, hein, Maurice Blanc. Magnifique. Volkov sortait des 45. Il sortait des 45. Ouais. Et de millénaire, on avait l'impression que c'était un corps franc qui partait à l'assaut. Tout seul. Donc j'imagine la terreur vraiment des journalistes. Vous imaginez le regard froid, le regard d'acier de Dominique Vénère et le côté bretteur de Volkov. Ah oui, il y a eu des scènes. Et malheureusement, je n'étais pas là parce que je pouvais pas. Mais il m'a raconté. Mais alors avec cette question des témoins, on est vraiment au cœur de la mécanique du duel, en tout cas telle qu'elle se développe au XIXe siècle, qui est vraiment l'âge d'or du duel, hein, parce que c'est vraiment le comble de la civilisation. C'est ce que vous dites dans votre éloge du duel, oui, tout à fait, grâce aux témoins. Le duel n'est pas une bagarre de soldats ivres en fin de banquet qui tirent le sabre. Non, le duel est parfaitement codifié. Donc vous déclarez témoin, et à partir du moment où vous avez déclaré témoin, si les témoins des 2 parties refusent qu'il y ait combat, il n'y a pas combat. Et ils vont j'ai publié dans le livre là, mon petit éloge du duel comment dirais-je, des procès-verbaux de témoins. De l'annuaire du duel. À partir de l'annuaire du duel, parce que le duel a tellement été en pratique dans les années du scandale de Panama, de l'affaire Dreyfus, disons dans les années 1890-1914, qu'il y avait dans le Figaro, par exemple, une rubrique tous les jours du duel. Il y avait des journalistes spécialisés qui suivaient, qui annonçaient, qui racontaient, qui rapportaient les duels. Parce que ça permettait, si vous voulez, dans la bonne société, de dire, bon, monsieur un tel est honorable, puisqu'il s'est battu, etc. Et donc, à partir du moment où les témoins disent, il n'y a pas matière à combat, il n'y a pas combat. Oui. C'est pas, le duel n'est pas de la sauvagerie, c'est pas du meurtre légal. Hein, non, ce sont pas 2 ivrognes à la fin d'un banquet qui se foutent sur la gueule. Ce qui est fascinant dans cette époque, Troisième République, Second Empire peut-être aussi un peu, mais surtout c'est la troisième, hein, c'est le nombre d'hommes politiques, hein, le nombre de journalistes, hein, le nombre de magistrats, puisque je crois que vous racontez dans l'éloge du duel, hein, des duels entre magistrats, c'est faire de ma part, alors que le duel est interdit. Bien sûr, mais à l'époque, les hommes avaient des couilles. Et aujourd'hui, le problème, c'est que nous sommes dans une situation de découiller. Il ne faut pas prendre dans le terme, découiller. Cojones, comme disent les Espagnols. C'est un problème de testostérone. C'est un problème d'entrejambe, oui. L'évidence, il suffit que les gens, pour concevoir ce que c'est que la testostérone, comparent un bœuf et un taureau. Ils verront la différence. Absolument. Voilà. Nous sommes des bœufs, désormais. Un chapon et un coq. Voilà, pour ce qui est de la volaille et des gallinacés. Voilà. Alors si j'insistais sur cette question des témoins, pour montrer à quel point c'est le comble de la civilisation, dans Éléments, j'ai l'occasion de faire votre portrait, et je dis qu'avec le bordel, c'est même le comble de la civilisation. Oui. L'alternance de l'un et de l'autre, les époques, rythment notre civilisation depuis 4 à 5 siècles. C'est qu'on a tous en tête, évidemment, le film de Ridley Scott, adapté d'une nouvelle de Conrad, qui est génial. Génial. Mais vraiment génial. J'en parle, bien sûr. Comme vous en parlez dans l'éloge du duel, simplement, là, c'est une fatalité. Le type le poursuit une vie durant, en le provoquant en permanence en duel. Oui. Alors là ça c'est pas le duel. Si vous voulez, bien sûr, c'est merveilleux. Mais le duel tel qu'il est codifié, c'est pas ça. Parce que il faut qu'il y ait véritablement matière. Disons que le duel a connu 2 phases. Et il y a eu jusqu'à l'époque de Richelieu et ensuite avec cet épisode sous les guerres de l'Empire, le duel a été quasiment une menace d'extinction de l'aristocratie française. Parce qu'on se battait pour un oui, pour un non. Et si vous voulez, il y a eu plus de morts sous le règne d'Henri IV dans l'aristocratie, morts par duel, qu'il n'y eut de morts dans l'aristocratie durant les guerres de religion. C'est vous dire. Donc, quand plus tard Richelieu intervient, Richelieu a sauvé la noblesse française. Véritablement, si Richelieu n'avait pas pris ses édits contre le duel, mais il y a quand même eu des duels qui ont continué après. Donc, l'on cesse de se battre pour un oui, pour un non, pour des raisons d'honneur mal placées, et ensuite, au XIXe siècle, le duel est codifié. Donc, on va se battre, bien sûr, mais il y aura des règles.
Par exemple, si je vous dis, monsieur, vous êtes un coquin, vous tirez un faquin, vous tirez votre sabre, je tire le mien. Non, ce n'est pas considéré. C'est un truc de voyou. Je vous envoie mes témoins, nos témoins de suite, et là on va se battre. Voilà, ça c'est totalement différent. Il y a, si vous voyez, ce sas qui fait que ça fait tomber la décompression, et ce n'est pas l'affrontement sauvage, c'est un affrontement très élégant. Alors, parmi les personnages, Alexandre Dumas, qui est un merveilleux... Oui, parlez-nous un petit peu de ce Dumas, parce que non seulement il y a des duels dans ses romans, il n'y a que ça, les mousquetaires, bien sûr, mais dans sa vie également. Mais dans sa vie, Alexandre Dumas, les hommes politiques, Clémenceau, Blum, qui est un bon épéiste. Oui, puis qui est maigrichon. Mais Maurras, Maurras, qui se bat 6 ou 7 fois en duel, qui est blessé 2 fois. Daudet. Ah ben Daudet les a enchaînés, Cavaignac, le marquis de Dion, de Dion-Bouton, qui était un bretteur extraordinaire, dans des personnages étonnants qui vont... Et des femmes. Alors, et des femmes. Des Amazones. Imaginez, quand vous voyez ce qui s'est passé pendant les débats au Parlement français, au moment de l'affaire des retraites, quand ce pauvre petit Dussopt, tremblant comme un faon, se fait traiter d'assassin par les gens de LFI. Mais imaginez cela sous la Troisième République, mais avec un Cavaignac, même avec un Blum, même avec n'importe quel... Il se serait rencontré le lendemain matin, et là il s'est mis à trembler comme une feuille morte. Quand le garde des Sceaux fait un bras d'honneur au député... et que le député, les Républicains, ne lui envoie pas ses témoins, enfin... C'est impensable. On voit vraiment l'effondrement complet de la virilité, de l'honneur, de la virilité. Le sous-titre de l'éloge du duel, c'est l'honneur plutôt que la vie. L'honneur plutôt que la vie. On est dans une société victimaire aujourd'hui, où les logiques d'honneur ne portent pas. Alors le duel n'est pas du tout ce qui se passe dans les écoles aristocratiques allemandes, où les gens se battent. Là, ils se battent dans ces écoles, c'est très élégant, parfait. Pour se faire de jolies blessures sur le front. Mais c'est pas le duel, parce qu'ils ne risquent pas leur vie. Et ils sont protégés. Parce que le duel, vous mettez votre vie en jeu dans le duel. C'est pas un exercice d'élégance pour avoir une jolie estafilade. Il y a un fond ce qui est pas mal, d'ailleurs. Il y a un fond de dandisme chez les officiers prussiens, mais également français. Oui. Mais là, non, là... je raconte des scènes extraordinaires d'officiers qui se battent, qui se tuent mutuellement. Les deux meurent. Et là, on a eu les duels du général Boulanger, les duels... et les femmes. Et les femmes. Et il y a des femmes. Parlons des femmes et de ces Amazones. Alors il y en a eu une, la Maupin notamment, qui était une fille de la petite aristocratie, et dont le père était un excellent sabreur, et qui l'initie. Et donc elle va se retrouver maîtresse d'un nombre successif elle eut de nombreux amants. Elle était généreuse. Mais en même temps lesbienne. Et donc, elle s'habillait en homme, et elle aimait à provoquer des chevaliers qui s'imaginaient que c'était un homme. Et elle les tuait. Un soir, au bal du frère de Louis XIV, le frère de Louis XIV, qui avait le petit défaut, et donc elle était habillée en homme, et le frère de Louis XIV la trouve... Ce jeune chevalier est très... Monsieur trouvait ce jeune chevalier fort élégant, donc il le repère, mais entre-temps, ce jeune chevalier fort élégant fait la cour à une dame. Je précise que elle est habillée en homme. Elle fait la cour à une dame qui est offusquée. Et 3 jeunes galants qui sont là viennent au secours de cette dame et disent à ce jeune chevalier que son comportement est inadmissible, et il le prie de sortir. Elle les tue tous les 3. Ils se battent en duel. Elle les tue. Elle les tue tous les 3. Scandale, parce que le duel est interdit. Et monsieur va plaider la cause de la Maupin auprès de son frère, le roi Soleil, et qui dit, mais où est le problème? Le duel est interdit aux hommes, mais pas aux femmes.
Donc l'affaire est tout. Et là, elle devient cantatrice. C'est la Maupin. Elle devient la cantatrice et elle fait une carrière tout à fait intéressante. Mais il y en a 2, 3 autres comme ça qui sont. Mais de la même manière que la qualité des hommes s'est effondrée, on passe des taureaux au bœuf ou au chapon dans les gallinacés. La qualité des femmes aussi s'est effondrée parce que là, on est dans des formidables frondeuses. À l'époque de la fronde, il y avait des Amazones magnifiques. Chez les députés femmes, vous imaginez les députés femmes et les filles tenant un sabre. Au nom de la parité. Au nom de la parité, bon. C'est absolument impossible. C'est absolument impossible. C'est inconcevable d'imaginer. Alors venons-en aux journalistes, parce que initialement cette association pour la restauration du duel en matière de presse s'adresse aux journalistes. J'adore vos formules, Bernard Lugan, et je me permets de les citer. Les lapins de coursive et les queues plates de sous-préfecture. Absolument. C'est une merveille, je pense que c'est votre signature esthétique et stylistique. Ce sont vraiment des cancrelats et des cafards, tous ces journalistes. Méritent-ils autant d'honneur? Parce que là, c'est une question d'honneur. Eh bien, écoutez, le problème avec eux, c'est que, bien sûr, ils ne méritent pas, ils ne sont pas des hommes d'honneur. Mais quand vous les provoquez avec la conception de l'honneur, vous avez une certaine jouissance de les voir se décomposer. Je dois dire que c'est la jouissance de voir qu'ils sont vraiment des cloportes. Et cloportes et cancrelats qui se comportent comme des cloportes et cancrelats. Ces journalistes qui ne font pas d'enquête, mais qui fouillent dans les poubelles pour avoir les fiches de police de l'argouserie, n'est-ce pas il méritera un bon coup d'épée. Mais surtout la jouissance esthétique et aristocratique du mépris que l'on peut avoir en les regardant. Je comprends très bien, vous l'avez dit, il suffit de regarder leur regard vacillant, en train de se décomposer. Mais cela étant dit, sous l'Ancien Régime, jamais un aristocrate n'aurait défié ces gens-là. Il leur envoyait son personnel de maison pour le bastonner. Le bastonner, exactement. Et évidemment, les temps, hélas, sont changés. Et oui, j'ai moins de domestiques. C'est ce que disait Barbé-Aurevilly. Vivre, les domestiques feront ça pour nous. Phénoménal, Barbé. Barbé, le grand Barbé. Le grand, magnifique conversationniste, un peu comme vous, parce que c'était un homme de parole, aussi, pas que d'écrit, mais aussi de parole. Alors il y a un journaliste que vous avez vraiment dans le nez. Il me semble même que vous seriez disposé peut-être dans une autre vie, dans d'autres circonstances, à le provoquer, mais c'est pas le cas puisque c'est absolument impossible aujourd'hui. C'est Edoui Plenel. Dans le papier que nous consacrons dans Éléments au duel, eh bien vous dit que je pourrais peut-être provoquer. Oui, ces moustaches m'horripilent. Des petites moustaches de rat. Des moustaches, qui revendent tout à fait ce personnage. Je le vois. Non, dans sa feuille, dans son torche-cul. Mediapart, torche-cul. Un de ces journalistes m'a qualifié d'universitaire autoproclamé. Je suis un universitaire autoproclamé. Alors que vous êtes témoin au... oui, non, mais bref, je ne vais pas étaler mes titres. Mais là, ça aurait mérité quelques jolis coups d'épée. Ou plutôt un coup de sabre. Et lui tailler ses moustaches, parce que tout à fait d'accord avec vous. Moi, je pense que Plenel se cache derrière ses moustaches. Ou c'est l'inverse. Les moustaches sont ailées. Pour moi, c'est Salvador Dali, magnifique moustache. Oui, et puis c'est les mousquetaires. Voilà, c'est mousquetaires, c'est l'esprit mousquetaire, c'est l'esprit virevoltant. Lui se cache derrière ses moustaches. Elles sont sinistres. Le personnage est sinistre, regardez-le. Il parle de travers, il marche les pieds en dedans. C'est pas un conquérant. C'est pas un conquérant. C'est pas un condottière. C'est un pauvre type. Un pauvre type. S'il m'entend, là, d'ailleurs, moi je suis tout à fait prêt à croiser le fer avec lui. Parce que moi, je vous le dis, Bernard, moi ce que vous me dites dans Éléments, éloge de Bernard Lugan, pardon, l'éloge du duel, mais un éloge de Lugan, qui fait un éloge du duel. Si je devais provoquer quelqu'un en duel, ce serait Edoui Plenel. Mais malheureusement, le duel n'est plus possible. Mais si je devais, nous serions en 1898, il aurait reçu mes témoins depuis longtemps, après que son journal,
l'impudence de me qualifier d'universitaire autoproclamé. Oui, ça c'est vraiment, ça mérite combat et rencontre. Oui, oui. Avec classiquement, chez Mediapart, mais chez d'autres, hein, Libération, etc., l'étiquette infamante d'extrême droite, universitaire autoproclamé d'extrême droite. Ça moi, pour moi, qualifié, c'est disqualifié. Ah, pour moi, c'est pas infamant. Oh, je pense que c'est qualifié, c'est disqualifié. Oui, mais moi, je m'en fiche totalement. Ah, moi, dans le papier, je le relève quand même. Hein. Mais bon, oui. chacun son point de vue. Chacun, mais peu importe. Oui. Mais pourquoi des gens qui savent pas se tenir debout, nos amis les journalistes, j'en suis un, mais je m'en flatte pas, je préfère dire que je suis éditeur, libraire, pourquoi des gens qui savent pas se tenir debout seraient tenir un sabre? Ils l'ont su. Oui, exact. Ils l'ont su, et quand j'ai un chapitre entier sur les combats de presse, et c'était des gens magnifiques. Par exemple, vous savez très bien que dans un procès, le journaliste n'est pas responsable, c'est le directeur de la rédaction. Bon. Et là, je donne un exemple d'un duel, et le directeur de la rédaction va se porter volontaire pour combattre celui qui a provoqué son journaliste, parce que ce journaliste, comment dirais-je, est père de famille, et de familles nombreuses, et il se dit, je ne veux pas risquer que ce journaliste puisse prendre une mauvaise blessure, et lui, le directeur de la rédaction, la classe, hein. Va se battre pour le nom. Ça, c'est la classe. Oui, vous imaginez Plenel allant se battre pour éviter un de ses plumitifs de risquer un coup d'épée. Non, c'est autre chose. On vivait d'une autre époque, un autre temps, autre mœurs. Fermez le banc, hein, terminé. Fin d'une civilisation, fin d'une société. Repos pouvait fumer. Il y a avant de citer une phrase de Théophile Gautier qui est magnifique et sur laquelle vous vous attardez, sur l'abolition du duel, un petit mot peut-être pour dire à quel point l'époque a changé. Marcel Proust, Marcel Proust, problème d'asthme, toujours malade, hypochondriaque, enfermé, capitonné dans du liège, une chambre en liège. Quand même, Marcel Proust a éprouvé le besoin. Oui, alors, surtout des duels imaginaires. Oui, il a eu un seul duel. Proust a eu un duel, il a eu quand même le courage, et toute sa vie, ce duel va être mis en avant pour montrer... Proust était obsédé par sa virilité qui était sujette à caution. Ouais. Et donc, il va sans arrêt mettre en avant ce duel pour montrer qu'il avait une certaine virilité. Et il va provoquer très souvent des gens en duel, mais les duels n'auront jamais lieu parce que les témoins vont arranger l'affaire. Et je cite un passage de Daudet qui est extraordinaire sur qui montre bien la différence du duelliste imaginaire qu'est Proust et du duelliste réel qui est Alexandre Dumas, par exemple. Et Daudet a de très belles lignes là-dessus que je cite. Et c'est tout à fait intéressant. Parce que dans cet annuaire, dans cet éloge du duel, également, comment dirais-je, toute une ouverture littéraire, hein, parce que c'est un ouvrage littéraire, car j'ouvre sur de très nombreux auteurs. Oui, parce que, une précision, c'est qu'on a deux types de duels. On a le duel dans la vraie vie, le duel réel, 17e, etc. Richelieu, le Pré-Auclair, on l'a évoqué, 19e, âge d'or du duel, mais il y a également le duel dans la littérature. Bien sûr. Et Dumas est à la croisée des chemins. Dumas fait les deux. Dumas fait les deux. Et, bon, dans mon livre, je cite énormément d'exemples, la place du duel dans la littérature. Ouais. Dans la littérature et la société. Et la société. Mais si je vous parlais de Proust, c'est parce que même quelqu'un comme Proust, qui n'est pas un modèle, on l'a dit, un archétype de virilité, éprouvait quand même le besoin, lui, Proust, il s'est battu, de se battre dans la société qui est la nôtre. Et c'est là où je veux en venir à une phrase que vous avez de Théophile Gautier. L'abolition, disait Théophile Gautier, c'est dans l'éloge du duel, l'abolition du duel achèvera de nous rendre le peuple le plus grossier de l'univers. Tous les lâches, sûrs de leur impunité, vont devenir insolents. On en est là aujourd'hui. Ah ben c'est exactement. Oui, j'ai mis ça en exergue de mon livre. Je démarre mon livre avec cette phrase de Gautier, Théophile Gautier. Insolent et poli. Le duel était un moyen de rendre les gens polis dans la bonne société. On se gardait. On ne dérapait pas, parce que je dérape, oui, mais demain je suis le sabre, je suis au pistolet en main. Enfin, moi, je ne suis pas pour le pistolet. C'est trop rapide. Alors, parlons-en. D'ailleurs, Dumas le dit. Dumas le dit. Moi, quelle est votre arme préférée? Vous l'avez un peu évoqué. Donc le sabre. Le sabre et à cheval. Le sabre et à cheval. Quand vous êtes debout sur les étriers avec. Il y a une très belle scène de duel à cheval et au sabre, justement dans Duelliste.
où ils sont à cheval tous les deux et ils foncent l'un vers l'autre, debout, le sabre en avant, et ça c'est magnifique. Parce que là, où ça passe, où ça casse. Voilà, ou vous loupez ou il est mort. Oui, mais vous n'êtes pas sans ignorer qu'il n'y a pas dans les écoles de journalisme, Bernard, puisque on vise des journalistes. Alors c'est pour ça. Il n'y a pas d'école d'équitation, il n'y a pas de salle d'armes. C'est pour cela que je termine mon livre par un appel au ministre, en disant qu'il faut une réforme des écoles de journalisme, et encore plus important que l'orthographe, parce qu'en plus ils n'ont pas d'orthographe, mais je veux dire encore plus important que l'orthographe, il faudrait rendre obligatoire et éliminatoire dans les écoles de journalisme l'apprentissage du sabre et de l'équitation, pour que les journalistes puissent être capables de défendre leurs opinions et de défendre leurs accusations ou leurs calomnies quand ils se trouvent face à des gens qui viennent leur demander réparation. Donc j'ai fait une lettre au ministre afin de demander de rendre obligatoire les cours, voilà. Et j'ai envoyé la copie au garde des Sceaux pour qu'il puisse faire voter un texte de loi autorisant le duel, bien entendu, pour ne pas que les gens soient condamnés pour tentative d'assassinat. Il faut que les députés votent une loi permettant le retour du duel. Oui. J'ai pas eu de réponse. Ouais. C'est quand même incroyable. Je n'ai pas eu de réponse, je m'en étonne d'ailleurs. Peut-être que la sortie de l'éloge du duel va inciter les deux ministres à vous répondre. Hein. Alors je précise que je refuse toute adhésion à mon association. Oui, alors, et surtout pas de don. Si je reçois un don, c'est matière à réparation. C'est une association libre. Mais sans vice-président désormais. J'en ai font défaut les témoins. Oui. Malheureusement. Oui. Je crois qu'il n'est plus possible de trouver des vice-présidents de la qualité c'est impossible. de Vladimir Volkov et de Dominique Vénère. Il y en avait un seul, je l'ai dit, qui aurait eu sa place, et c'est un ami, c'était Raspail. Bien sûr. Mais les trois sont plus là. Dites Bernard, vous dites que ce serait également une œuvre d'utilité publique. Hein. On en a fait la couverture d'éléments, c'est que ça permettrait aussi de désengorger les tribunaux. Mais bien sûr. Regardez la 17e chambre. Je me souviens, ces journées entières, avec le nombre de juges, de greffiers, d'avocats, ce qui paralyse complètement une cour entière. Vous voyez, cet argent dépensé. Mais si les juges de la chambre de presse, la 17e chambre, étaient libérés de cela, ils pourraient juger des histoires de meurtre, de vol, de viol, etc. Et c'est une économie considérable qui permettrait d'ouvrir un champ financier aux gardes des Sceaux. Que de temps perdu. Ça libérerait le budget de la justice. Hein. Alors évidemment, ce serait nuisible à certains avocats. Bon, la basoche serait un peu ruinée. Oui, mais d'accord, mais de l'autre côté, quel avantage, quel courant d'air, quelle aération dans la justice française, pour ces affaires subalternes, somme toute subalternes, et qui se régleraient de manière beaucoup plus élégante, rapide et expéditive sur le prêt. Et enfin, on referait des hommes. Hein, on referait des hommes. Dites Bernard Lugan, ce sera ma dernière question, vous n'êtes pas tout à fait républicain, vous êtes passé par l'Action française, c'est difficile. Pas tout à fait. Vous citez régulièrement la phrase de Lyautey, je la rappelle, qui est votre maître, le maréchal Lyautey, le grand marocain. Lyautey qui disait que la République c'est comme la syphilis, quand on l'a, soit on se pose quelques questions, soit on vit avec, vous vivez avec. Hein. Oui, je vis avec. Et après tout, Léon Daudet a bien été député de la Chambre, hein, et Dieu sait si c'était un monarchiste fort peu républicain, contrairement à son père. Hein. Si vous étiez un homme politique et un député, qu'est-ce que vous feriez? La première chose que vous feriez. Donc ce serait une loi pour le rétablissement... Je déposerais... D'abord, je ne serais pas député, mais si j'étais député, j'ai toujours refusé, on m'a proposé plusieurs fois ce genre de choses, moi ça ne m'intéresse pas du tout. Oui, un dépôt de loi pour le rétablissement du duel, c'est évident. Alors, mais je dirais, en matière de presse, je pense que la société n'est pas mûre tout de suite pour le rétablissement du duel généralisé. Donc procédons par étapes. Procédons par étapes. Déjà, ça serait quand même pas mal. Si le duel en matière de presse. On verra ensuite. Voilà. Mais dans l'immédiat, oui, bien sûr. Alors, pendant la Troisième République, il y a eu à peu près 12 ou 15 tentatives de vote de loi pour l'interdiction du duel, qui ont toutes échoué. Oui. Les députés ont refusé de voter des lois sur l'interdiction du duel. À l'époque, c'était de gauche ou de droite, les députés en avaient entre les jambes. C'est plus le cas aujourd'hui.
On en est loin. Merci Oui, Bernard. oui. Ou alors, quand ils en ont, c'est pas toujours les leurs. Merci Bernard.